អង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តហើយដំណើរការ Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et la parole est à nouveau au coprocureur. Le coprocureur national. Merci, Monsieur le Président. Je poursuis mes questions. Monsieur Sekoun, je vais passer à un autre sujet. Concernant le PCK avant 1970, et ensuite au moment de l'appel lancé par le prince Norodom Sihanouk. Lorsque Ieng Sary était à Pékin, a-t-il eu des contacts avec les cadres du parti ou avec des membres de la résistance au sein du FUNK ou ailleurs? Et si oui, de quelle manière ont-ils été en contact? Réponse. À Pékin, Monsieur Ieng Sary a fait établir une cellule en tant qu'envoyé spécial du FUNK. Il représentait les affaires internes du Cambodge et il venait animer des formations politiques données au bureau politique du FUNK à Pékin. Question. Savez-vous quels étaient les liens entre lui et le prince Norodom Sihanouk au sein du FUNK, d'après vos connaissances? Réponse. La relation entre Samdech Norodom Sihanouk et le représentant du FUNK à Pékin n'est pas quelque chose que je connaissais en détail. Cela ne relevait pas de mes fonctions. Monsieur Ieng Sary représentait le mouvement interne du FUNK. Il y a eu une conférence en 1973 où les Vietnamiens devaient également être présents. Et M. Ieng Sary représentait le Cambodge à cette époque. Il avait une position très claire qu'il ne devait pas y avoir de négociation du tout avec le régime de Lon Nol. Il a clairement indiqué que nous devions nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Sa position était très différente de celle de ses homologues vietnamiens. Question. Quels étaient les moyens de communication employés entre Samdech Norodom Sihanouk et le mouvement de résistance qui se trouvait à l'intérieur du Cambodge à cette époque? Réponse.
canaux de communication entre Sihanouk et les gens qui étaient dans le pays se faisaient dans le cadre de la visite du roi au Cambodge au mois de mars. C'était à ce moment-là que le prince Sihanouk et les gens qui étaient dans le pays ont convenu ensemble qu'il fallait libérer le pays. Question. Pourriez-vous nous parler des communications entre M. Ieng Sary et la résistance locale sur le terrain? Comment est-ce que ces communications se faisaient? Réponse. À cette époque, M. Ieng Sary avait des activités avec des membres à Pékin, mais qui étaient secrètes. Donc, la manière dont il communiquait avec les gens à l'intérieur du pays, je ne pouvais pas le savoir. Question. À cette date que j'ai indiquée tout à l'heure, est-ce que le Parti communiste du Kampuchea, pour le Parti communiste du Kampuchea, qui était le prince Norodom Sihanouk? Quel était son rôle au sein du parti? Réponse, je ne sais pas. Question. Connaissiez-vous le terme sihanoukiste et à quoi cela fait-il référence? Qui a créé ce terme et pourquoi? Réponse. J'entendais effectivement cette expression, je ne savais pas qui l'avait lancée. D'après mes connaissances, cela devait être des partisans de Norodom Sihanouk. La ligne était très claire. Le Cambodge se devait d'être neutre. Une politique neutre devait être suivie à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et il préférait la voie du milieu, c'est-à-dire que les Cambodgiens devaient être unis, qu'il ne devait pas y avoir de gauchistes ni de droitistes. Question. Avez-vous entendu parler des forces stratégiques et des forces tactiques? Que signifiaient ces termes, si vous les avez entendus? Réponse. Je pense que c'était des tactiques stratégiques ou le fonctionnement du PCK. Les forces stratégiques, c'était les forces à long terme. Les classes, cela pouvait être les classes des paysans et des ouvriers. Les forces tactiques signifiaient les alliances basées sur des circonstances historiques réelles. Ces forces étaient réunies dans le cadre du mouvement de résistance. Ces forces se devaient d'être attachées aux forces stratégiques. Cependant, lorsque nous sommes passés à la révolution sociale, ces dernières devaient être abandonnées puisque nous avions déjà les classes des paysans et des ouvriers qui constituaient
les forces centrales pour les dirigeants. Question. D'après vos souvenirs, est-ce que le PCK avait un plan ou comment est-ce que le plan allait traiter les cyanokistes et les militants du PCK? Est-ce qu'il y avait un plan pour les différencier? Réponse. D'après ce que j'ai compris, les forces de Sihanouk étaient les forces tactiques. En même temps, le PCK a sélectionné un certain nombre d'individus qui rejoindraient le parti et qui y resteraient jusqu'au bout. Eux, c'était les forces tactiques secondaires par rapport aux forces stratégiques. En même temps, certains membres des forces tactiques pouvaient représenter les forces à long terme du mouvement. Question. Ma question suivante concerne les fonctions et le pouvoir au sein du FUNK et du GRUNC. Je vais vous lire un certain nombre de noms et vous demander de dire quelles étaient leurs positions à cette époque. Premièrement, M. Saranchak. Réponse. M. Saranchak était membre du bureau politique du FUNK et il était aussi membre du GRUNC. Question. Et M. Hout Sambat? Réponse. M. Hout Sambat était aussi membre du bureau politique du FUNK et c'était un ministre du GRUNC. Question. Pouvez-vous préciser quel poste ils occupaient? M. Saranchak, par exemple. Il était ministre de quoi? Réponse. M. Saranchak était le ministre des Affaires étrangères. M. Hout Sambat était ministre, mais je ne me souviens pas de quel ministère. Question. Et M. Chan Yuran? Réponse. M. Chan Yuran était également membre du bureau politique du FUNK et c'était le ministre de l'Éducation du GRUNC. Question. Et M. Chie San? Réponse. M. Chie San était membre du bureau politique du FUNK. Il était ministre de la Justice du GRUNC. Question. Monsieur Git Chung. Réponse. Monsieur Git Chung était un candidat ou membre du bureau politique du FUNK, mais candidat suppléant. Il était ministre rattaché au Conseil des ministres du GRUNC. Le co-procureur numéro 6, Monsieur Chun Praset. Réponse. Monsieur Chun Praset était membre suppléant du bureau politique du FUNK et il était ministre responsable de la coordination du mouvement de résistance du GRUNC. Question numéro 7. Monsieur Wan Pini. Réponse. Monsieur Wan Pini
était le vice-premier ministre. Non, il était ministre adjoint pour les Affaires étrangères. Question. Et M. Karuminia? Réponse. Monsieur le Président, pourriez-vous demander au coprocureur de préciser, est-ce que c'est de préciser la prononciation? Le coprocureur Kai Mius. Réponse. Kai Mius était le dirigeant formel du PCK. Question. Numéro 9. Monsieur I. Sup Kunti. Réponse. Monsieur I. Sup Kunti était le chargé d'affaires. Question. Était-il également membre du PCK? Réponse. Non, il ne l'était pas. Question. Numéro 10. Monsieur Chao Singh. Réponse. Monsieur Chao Singh était membre du bureau politique du FUNK et il était ministre chargé des missions spéciales pour le GRUNC. Question numéro 11. Le général Dung Samol. Réponse. Le général Dung Samol était également membre du bureau politique du FUNK. Et il était également le ministre responsable des armes pour le GRUNC. Numéro 12, Monsieur Chun Mom. Réponse. Monsieur Chun Mom était aussi membre du bureau politique du FUNK et il était ministre des Finances pour le GRUNC. Question. Monsieur Han Sok-kan. Réponse. Han Sok-kan ou Han Sok-kan? Le procureur Han Sok-kan. Réponse. Monsieur Han Sok-kan était représentant du FUNK et du GRUNC en même temps auprès de la France. Question. Merci, Monsieur Sikoun. J'ai encore quelques questions à vous poser. Parmi ces personnes qui étaient des ministres et des diplomates du FUNK et du GRUNC, entre 1975 et 1979, est-ce que l'un ou certains d'entre eux ont été arrêtés et pour quelles raisons? Réponse. Je n'en ai aucune idée à propos de ces arrestations. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Question. Parmi ces personnes que je viens de citer, est-ce que l'un d'entre eux a travaillé sous la supervision directe de M. Ieng Sary? Réponse. Parmi ces 13 personnes, seuls M. Ke Chun et Chun Praset ont travaillé au ministère des Affaires étrangères sous la supervision de M. Ieng Sary. Question. Je passe à un autre sujet, c'est-à-dire la délégation du GRUNC à l'étranger. Ma question est donc,
Est-ce que messieurs Ieng Sary et Khieu Samphan ont voyagé en Europe? Et si oui, dans quel pays européen et à quel moment? Réponse. Ils y sont allés début avril 1974. Khieu Samphan et Ieng Sary ont mené une délégation du FUNK et du GRUNC en Yougoslavie, en Roumanie et en Albanie. Question. Y a-t-il eu des voyages en Afrique? Sont-ils tous les deux allés en Afrique? Et si oui, dans quel pays? Réponse. Je pense qu'ils sont allés en Algérie, en Mauritanie et en Égypte, ainsi que dans un autre pays dont je ne me souviens pas. Question. Pendant leur voyage sur ces deux continents, est-ce que vous les avez accompagnés? Réponse. Oui. Je les ai accompagnés en tant qu'assistant de la délégation dirigée par Khieu Samphan et Ieng Sary. Question. Quel était l'objectif de cette visite? Réponse. Il s'agissait d'informer les pays amis de la résistance, du mouvement de résistance cambodgienne et de la position du GRUNC et du FUNK. Concernant la conférence et les accords de paix et le soutien du Cambodge pour ceci. Question. Au sein de ces deux instances, le FUNK et le GRUNC, est-ce que vous travaillez pour lequel de ces instances ou lequel des deux vous mobilisez le plus et que faisiez-vous? Réponse. Il est impossible de faire la distinction entre mes travaux pour le FUNK et pour le GRUNC. Et en tant que membre du PCK, l'objectif principal de chaque membre, était de faire notre travail de communiste le mieux que possible en respectant la ligne politique. Nous ne faisions aucune différence dans ce que nous faisions pour ces deux instances. Question. Quand avez-vous quitté la Chine pour la dernière fois? Réponse. J'ai quitté la Chine en 1974. Question. Où êtes-vous allé en quittant la Chine? Réponse. En tant que membre du parti, et membre du mouvement de résistance, et en tant qu'intellectuel ayant fait des études et vécu à l'étranger, notre objectif principal était de rentrer au Cambodge, de vivre en paix aux côtés de la population et de contribuer au mouvement de résistance sous les
indication du parti. Question. Vous dites avoir quitté la Chine en 1974. Vous rappelez-vous de la date? Quel jour, de quel mois êtes-vous parti? Réponse. C'était au mois de mai, après que la délégation de Khieu Samphan et de Ieng Sary soit allée dans les pays de l'Est. D'après mes souvenirs, c'était début mai 1974. Question. Êtes-vous jamais allé au Vietnam ou dans d'autres pays après être rentré de Chine? Réponse. Je suis allé au Vietnam en 1970, au mois de mai. J'accompagnais Samdak Norodom Sihanouk, qui dirigeait le GRUNC et qui est allé au Vietnam. Je suis rentré au Cambodge au mois de mai 1974 depuis la Chine. J'y suis resté quelque temps à Hanoï. Question. Lorsque vous étiez au Vietnam, avez-vous vu Ieng Sary et Khieu Samphan? Réponse. En 1974, lorsque je suis allé au Vietnam, je voyageais avec eux. Question. Vous avez quitté le Cambodge pour aller au Vietnam avec ces deux personnes. Quel jour? Quelle était la date? Réponse. C'était au mois de mai 1974. C'est un voyage qui suivait un voyage au Laos et dans la zone libérée du sud du Vietnam. Question. Combien de temps est-ce que cette visite au Vietnam a-t-elle duré? Réponse. Je ne m'en souviens pas exactement, mais ce n'était pas une visite courte. Elle a duré au moins une semaine. C'était un voyage important pour la résistance. Question. Au Vietnam, vous dites avoir vu Khieu Samphan et Ieng Sary. Que faisait-il? Réponse. J'ai participé à des activités de négociation officielles avec les dirigeants du Vietnam et j'ai également assisté à un banquet avec des étudiants. Mais je ne suis pas au courant des détails des questions importantes dont ils ont parlé. Question. Avez-vous entendu parler de la zone libérée du Kampuchea? Où se trouvait cette zone? Réponse. À cette époque, la zone libérée couvrait presque tout le pays, à l'exception des alentours de Phnom Penh et de certaines villes de province. Question. Êtes-vous jamais allé dans la zone libérée? Réponse. Lorsque je suis rentrée dans la zone libérée. Phnom Penh a été libérée le 17 avril 1975. Question. Avez-vous jamais vu Khieu Samphan ou Ieng Sary se déplacer dans la zone libérée du Kampuchea? Réponse. En mai 1974,
après la visite de la délégation dirigée par Ieng Sary et Khieu Samphan en zone libérée, au Laos et au Sud-Vietnam, Ieng Thiriet et moi-même sommes rentrés à Hanoï pour poursuivre notre tâche à la station radio du Funk. Concernant Ieng Sary et Khieu Samphan, tous les deux sont rentrés au pays dans la zone libérée. Question. Est-ce que Ieng Sary et Khieu Samphan ont donc poursuivi leur voyage vers la zone libérée après être rentrés du Vietnam? Réponse oui. Question. Après le départ de Beijing de Khieu Samphan et Ieng Sary pour se rendre au Cambodge, pour quelles raisons ont-ils quitté Pékin? Réponse. À l'époque, la guerre s'intensifiait, les forces de résistance se développaient au sein du Funk et du Grunk. Luttant contre les forces du maréchal Lon Nol, soutenues par les Américains. En tant que dirigeants du mouvement de résistance, eux deux avaient l'obligation de rentrer pour rejoindre la résistance à l'intérieur du pays. Question. Après que Ieng Sary et Khieu Samphan ont décidé de rentrer au pays, en zone libérée, par où sont-ils passés? Du Vietnam au Cambodge, et quels moyens de transport ont-ils utilisés? Réponse. Excusez-moi, je ne connais pas ces détails. Question. Pour quelles raisons Ieng Sary et Khieu Samphan ont-ils dû attendre pas mal de temps dans la zone libérée? Alors même qu'ils voulaient rentrer au Cambodge aussi vite que possible. Réponse. Monsieur le Président, peut-on demander à l'accusation de préciser sa question? L'accusation. Je veux savoir pourquoi Khieu Samphan et Ieng Sary ont dû attendre longtemps dans la zone libérée à l'intérieur du Cambodge, alors même qu'ils voulaient rentrer au Cambodge dès qu'ils le pourraient. Pourquoi ont-ils dû attendre si longtemps? Réponse. Toutes mes excuses, je n'ai toujours pas saisi la question que m'a posée l'accusation. À l'époque, le Cambodge était divisé en deux. Il y avait une partie qui était la zone libérée, qui était contrôlée par notre groupe, et il y avait l'autre partie qui était contrôlée par le régime de Lon Nol. J'aimerais que le procureur répète sa question, l'accusation. Je passe à la question suivante. Car cette question n'est finalement pas si importante que ça. Ma question suivante porte sur un autre point, à savoir la station radio du Funk à Hanoï. Monsieur Sung Si Kun, pour quelle raison la station radio du Funk a-t-elle été créée à Hanoï?
Réponse. J'ignore les raisons exactes, mais comme je l'ai dit plus tôt, à l'époque, notre mouvement de résistance était tel que les peuples vietnamiens, cambodgiens et laotiens étaient confrontés à un ennemi commun. Ce que je dis vise à mettre les choses dans leur contexte historique. Nous étions tous confrontés à un ennemi commun. Les trois régimes, dans chacun des pays respectifs, représentaient une sorte de marionnette des Américains. Pour cette raison, il fallait que les trois peuples mènent une lutte commune et s'entraident mutuellement. Une forme d'entraide mutuelle de la part du Parti communiste vietnamien, c'était de laisser le Parti communiste cambodgien installer une radio sur le territoire de la République populaire du Vietnam. Question. Concernant la mise en place de la station radio à Hanoï, de qui cette radio recevait-elle ses principaux soutiens? Réponse. À ma connaissance, à l'époque, c'est le Vietnam qui nous fournissait un soutien sous la forme de locaux et de personnel technique, dans une certaine mesure limitée. Toutefois, en ce qui concerne la résistance des Cambodgiens, le gouvernement vietnamien nous a laissé agir de façon indépendante. Question. Concernant le personnel cambodgien de la station radio, de quelle façon ce personnel était-il recruté et d'où provenait-il? Réponse. Le personnel cambodgien qui travaillait à la station radio du Funk, c'était d'anciens résistants. Ils étaient recrutés parmi les anciens résistants. Il y avait en particulier quelqu'un de très expérimenté qui s'occupait de la diffusion des informations. Il y avait aussi des intellectuels, dont moi. Nous étions des patriotes. Nous voulions rentrer au pays, mais compte tenu des circonstances et des impératifs du moment, ces intellectuels, s'ils voulaient contribuer au travail de la radio, devaient rester, travailler sur place, à la radio. Question. Est-ce que le personnel cambodgien qui y travaillait est composé de membres du PCK ou du FUNK? Qui étaient ces gens? Réponse. Les membres du personnel étaient pour la plupart des membres du PCK, à ma connaissance. Cependant, il y avait un petit nombre d'entre eux qui n'étaient pas membres du PCK. Au sein du mouvement communiste, on les appelait les sympathisants. Question. Quel était le nom de code de cette station de radio du Funk, si vous vous en souvenez? Réponse. Je ne connais pas le nom de code de cette radio. Officiellement, on l'appelait la voix du Funk. Question. En ce qui concerne
les émissions de la radio? Qui contrôlait les programmes qui étaient diffusés par cette radio? Réponse. Des discours, des textes, venaient du pays et d'autres éléments, notamment sur les affaires étrangères, provenaient de l'endroit même. Et c'était Yang Tirit qui était directrice. Question. Yang Tirit était donc directrice de la station de radio du Funk. Est-ce que cela signifie qu'elle était la personne occupant le rang le plus élevé à la radio? Réponse. En ce qui concerne le rôle politique de la radio, en réalité, elle était seulement chargée de la section placée sous son contrôle. Elle n'était pas la personne le plus haut placée. Question. À compter du moment de la création de la station radio, quel était le public cible? Était-ce un public étranger ou un public local composé de la résistance? Réponse. La radio exprimait la voix du mouvement révolutionnaire cambodgien dans le pays et à l'étranger. Question. Dans quelle langue les émissions étaient-elles diffusées? Réponse. En khmer uniquement. Réponse. De quel programme étiez-vous chargé parmi ces programmes diffusés en khmer? Réponse. J'étais responsable des informations internationales. Question. Sous la direction directe de qui étiez-vous placé à la tête de cette section des informations internationales? Réponse. C'est Yang Tirit qui contrôlait les textes que je rédigeais et que je diffusais. Question. Est-ce que Yang Sari et que Sampan vous ont donné des instructions concernant la diffusion des émissions, ou bien ont-ils donné des instructions à d'autres membres du personnel à l'époque? Réponse. Je pense que non. Cela ne relevait pas de leurs compétences. Question. Jusqu'à quel moment la radio a-t-elle fonctionné et émis? Réponse. Je n'en sais rien. Je savais que la radio a fonctionné jusqu'au 17 avril 1975, moment où je suis rentré au Cambodge démocratique. Ce jour-là, il y a eu l'annonce à la radio de la victoire du 17 avril. Question. D'après vos souvenirs, quelle était la fréquence émettrice de la radio et qui avait fixé cette fréquence?
Réponse. Je ne me souviens pas de la fréquence. Je ne sais pas non plus qui a autorisé les émissions. Question. Quels étaient les principaux aspects des informations diffusées? Réponse. Les principales informations, c'était des discours. C'était là les informations principales qui étaient diffusées, ainsi que des informations venant du champ de bataille. Question. Quelles étaient les principales sources de vos informations et comment obteniez-vous ces dernières? Réponse. Les éditoriaux et les nouvelles du champ de bataille provenaient de l'intérieur du pays par l'utilisation d'un système d'encodage. Question. Pour ce qui est des informations des médias étrangers, qui les traduisait en khmer? Le président. Témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. Celle-ci est dénuée de pertinence et ne fait que nous éloigner encore davantage des faits visés par l'ordonnance de clôture. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je passe à la suite. Le Président. Essayez de cibler vos questions en les faisant porter sur les faits de l'espèce. Apparemment, vous sautez du coq à l'âne depuis le début de l'après-midi. L'accusation. Je vais passer à autre chose, à savoir votre retour de Hanoï au Cambodge, ainsi que votre travail à B20. B20, c'était quoi? Réponse. Durant la période où j'ai séjourné à B20, c'était un bureau où résidaient provisoirement les cadres venus de l'étranger avant d'être transférés ailleurs. C'est tout ce que je savais. Je ne savais rien d'autre à ce sujet de ce bureau. Question. Où se trouvait B20 et quelles étaient ses fonctions? Réponse. B20 se trouvait dans le district de Stang Trong. C'était un site de production. Il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait des bananiers, des durians, des manguiers. Le sol y était fertile, notamment pour la culture des fruits. Question. Qui était le chef de B20? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Durant l'époque où j'y ai séjourné, j'ai vu le chef, mais je ne me souviens pas de son nom. Peut-être que je m'en souviendrai plus tard. Question. Lors de votre séjour à B20, qui avez-vous vu y travailler? Réponse. Je n'ai rencontré personne que j'ai connu auparavant. Il n'y avait pas grand monde là-bas. Question. À votre arrivée au Cambodge, qui vous a envoyé travailler, résider à B20 initialement? Réponse.
Les ordres provenaient systématiquement d'en haut, que je sache, et l'on disait que tel ou tel devait aller ici ou là. Question. Quelle était la nature exacte de B20 et les raisons de sa création? Réponse. Je n'en sais rien. Il n'y avait pas d'éducation ou de formation intensive. Il y avait bien sûr une réunion hebdomadaire, mais il n'y avait là rien de très détaillé. Question. Avez-vous jamais vu des étudiants et des intellectuels cambodgiens? Où étaient-ils envoyés? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Est-ce que certains d'entre eux ont été envoyés à B20? Réponse. Durant la période où je suis passé par là, hormis les membres de mon groupe, je n'ai vu aucun intellectuel ou aucun étudiant rentrer de l'étranger. Question. Après avoir travaillé à B20, où avez-vous été transféré? Réponse. Après B20, je suis allé m'installer dans une maison qu'on appelait la Maison Rose, qui se trouvait près de la rivière et qui appartenait à la princesse Nouléak, laquelle était également à l'époque la femme du prince Sihanouk. Question. Monsieur le Président, il me reste 5 questions. Demain, mon confrère international prendra le relais. Monsieur Sung Si-kun, je voudrais vous interroger sur l'évacuation de la population de Phnom Penh. Avez-vous assisté à cette évacuation? Et si oui, qu'en est-il de l'ampleur de cette évacuation? Réponse. Lorsque je suis arrivé à Phnom Penh, l'évacuation était pratiquement terminée. Je suis arrivé à Phnom Penh le 20 mai 1975. Question. Pour quelle raison la population de Phnom Penh a-t-elle été évacuée et qui en a pris la décision? Réponse. D'après ce qu'on m'a dit, l'évacuation a eu lieu parce que les Américains avaient l'intention de bombarder Phnom Penh. Et deuxièmement, si toute la population de Phnom Penh ne partait pas, elle mourrait de faim, car il n'y avait pas assez de riz et pas suffisamment de ravitaillement pour ces millions de personnes qui se trouvaient dans la ville. La troisième raison, c'était que l'évacuation de Phnom Penh avait pour objectif de disperser les réseaux d'espions de l'ennemi. Question. Durant l'évacuation de Phnom Penh, est-ce que vous savez si les évacués ont été bien accueillis à la campagne, dans les bases? Réponse. Je n'en sais rien parce qu'à l'époque j'étais en ville.
Question concernant Pol Pot, Ieng Sary et Khieu Samphan. Je vous pose mon avant-dernière question. Savez-vous si Pol Pot avait donné des instructions à Ieng Sary, ministère des Affaires étrangères, en ce qui concerne les politiques du Kampuchea démocratique? Réponse: je n'en sais rien. Ça les regardait, eux deux. Question: hormis Pol Pot, et ceci est ma dernière question, est-ce que les hauts cadres du Kampuchea démocratique se sont réunis pour discuter de la politique étrangère à l'époque où M. Ieng Sary était ministre? Par exemple, si Nuon Chea et Khieu Samphan se réunissaient pour traiter de cette question. Réponse: je n'en sais rien. À l'époque, je travaillais au ministère des Affaires étrangères. Et eux trois avaient leurs propres responsabilités et ils vivaient ailleurs. Je n'étais pas autorisé à savoir quoi que ce soit de leurs affaires, de leur travail. L'accusation: merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis d'interroger le témoin, et merci, Monsieur Sikkeun. Pour ma part, j'en ai terminé. Le Président: merci, Monsieur le témoin. Monsieur Song Sikkeun, votre déposition n'est pas terminée. Elle se poursuivra la semaine prochaine, à partir de lundi. Vous êtes convoqué lundi, la semaine prochaine, de même que votre avocat. Huissier d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires en concertation avec l'unité d'appui aux témoins et experts pour que le témoin puisse rentrer chez lui et être présent dans le prétoire lundi pour 9 h. L'audience d'aujourd'hui touche à sa fin. Les débats reprendront le 6 août 2012 à 9 h du matin. Nous allons continuer d'entendre la déposition du témoin Sung Sikkeun. L'accusation pourra poursuivre son interrogatoire. Agent de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire lundi prochain avant 9 h. L'audience est levée.